Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Et pardon pour ce léger retard qui est dû à des problèmes techniques, comme vous avez pu voir. Mais nous sommes là et je suis assez content que nous puissions voir les diaporamas parce que je vais vous présenter quelques graphiques qui illustreront un certain nombre de propos. Alors cette conférence, c'est la première d'un cycle de 6 conférences que j'ai prévu de faire sur la question de l'écologie et de l'économie. Dont le titre est donc, comme c'est indiqué ici, comment concilier l'économie et l'écologie. Et cette première conférence, ça sera assez technique, parce qu'on va parler du PIB, du produit intérieur brut, en essayant de comprendre quels sont ses intérêts et ses limites. Et puis on montrera aussi que dans le cas de la France, voilà, comment on calcule ce PIB, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qui permet de comprendre de l'économie, et puis aussi qu'est-ce qui est absent du PIB, et qui peut être tout de même intéressant de connaître. Alors, la première chose que je voudrais dire sur le PIB, c'est que c'est un indicateur qui est omniprésent dans le discours politique, chez les économistes. Alors, souvenez-vous, Nicolas Sarkozy avait dit qu'il allait chercher la croissance avec les dents quand il était président. Donc, on avait vraiment quelque part une vision un peu militante du PIB comme étant l'objectif des politiques économiques. On a aussi eu plus récemment Bruno Le Maire nous dire que parce que les perspectives de croissance étaient moins bonnes que prévues, nous allions devoir faire 10 milliards d'économies. C'était il y a un peu plus d'une semaine. Bruno Le Maire, vous l'avez vu, venir à la télé, dans le journal de 20h, expliquer qu'il allait réduire de tant de centaines de millions les différents postes de l'État. Alors pour l'enseignement et la recherche, enfin l'enseignement supérieur et la recherche, on a eu une baisse de 900 millions d'euros dans le budget de cette année. Donc c'est quand même des choses qui sont assez importantes. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y avait pas de croissance économique. Donc parce que le PIB n'augmente pas suffisamment, ou en tout cas moins que les prévisions budgétaires qui avaient été faites au moment du débat sur le budget. On a vraiment cette idée que une bonne économie, c'est une économie avec un fort PIB, et que c'est une mesure de politique économique salutaire, il faut tout faire pour aller chercher la croissance, parce que s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de dépenses publiques, ou il faut réduire les dépenses publiques, il faut augmenter les impôts, etc. etc. On trouve d'ailleurs le même discours chez beaucoup d'économistes, qui sont tous, a priori, ou la plupart d'entre eux, en tout cas, pro-croissance économique, à tel point qu'un économiste célèbre mort en 1993, Kenneth Boulding, a expliqué que ceux qui croient qu'une croissance exponentielle peut se poursuivre à l'infini dans un monde fini est soit fou, soit économiste. Donc, voilà, à quel point on peut dire qu'à un certain moment, la question de la croissance, la question du PIB est au cœur aussi de la vision des économistes. Et puis pourtant, cet indicateur omniprésent, donc, au cœur des politiques économiques, au cœur de la pensée des économistes, est-ce qu'il est au cœur des préoccupations des gens? Je ne le crois pas. Mais nous allons voir que quand même, il impacte beaucoup les préoccupations des gens, j'y reviendrai. C'est aussi un indicateur qui est très critiqué, et depuis longtemps. Jean Gadret, un économiste français, expliquait en 2002 qu'il fallait sortir de la dictature du PIB. Timothée Parric, dans un livre plus récent, qui est paru en 2022, sur la décroissance, expliquait que la boussole du PIB obscurcit plus qu'elle n'éclaire. D'autres économistes, aussi pro-décroissance, expliquent que les accidents d'auto augmentent le PIB. On a même une citation de Robert Kennedy qui disait que le problème du PIB, c'est qu'il intégrait au cœur de son système quantitatif les accidents de voiture, de la circulation, les embouteillages, etc. Tout ça, nous dit-il, fait monter le PIB, et donc ce n'est pas une bonne chose. De la même façon que la pollution aussi est proportionnelle au niveau de PIB. Éloi Laurent, un économiste contemporain français aussi, explique que la croissance et le PIB ne sont plus la solution, ils sont devenus le problème. Donc depuis quand même pas mal de temps, en fait, vous voyez, là, Jean Gadret, c'était il y a plus de 20 ans, mais en fait, j'aurais pu trouver des citations contre le PIB depuis les années 70. Ça fait quand même longtemps donc que cet indicateur omniprésent est aussi très très critiqué. Alors on a vu d'ailleurs, je vous montre ici quelques ouvrages d'économistes, une commission, la commission Stiglitz,
organisé mis en place par Nicolas Sarkozy en 2007 sur justement les indicateurs de croissance. Et donc c'est ce petit livre-là que vous voyez sur le diaporama. Je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, vous la voyez. Donc c'est richesse des nations et bien-être des individus, performance économique et progrès social, une grande réflexion avec des prix Nobel d'économie, comme Joseph Stiglitz et Amartya Sen, et puis l'économiste français Jean-Paul Fitoussi, avec une préface de Nicolas Sarkozy, parce que c'est lui qui a commandé le rapport, sur justement les nouveaux indicateurs de richesse et comment faire en sorte de sortir justement de cette dictature du PIB. Jean Gadret, que j'ai déjà cité, a aussi publié un petit livre sur les nouveaux indicateurs de richesse, dont justement le cœur du propos, c'est qu'est-ce qu'on pourrait penser comme indicateur qui ne soit pas le PIB pour essayer de diriger, de piloter, on dit maintenant, la politique économique. Notre économiste aussi cité Sortir de la croissance, mode d'emploi, qui est aussi un ouvrage qui veut montrer que la croissance du PIB ne doit pas être l'alpha et l'oméga des politiques économiques. Donc vous voyez, c'est un peu paradoxal, le PIB, en fait on en parle tout le temps. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, on passe son temps à s'écharper, à parler, à évoquer le PIB. Et pourtant, je vais vous le montrer, finalement très peu de gens savent ce qu'il y a derrière et ce que ça signifie concrètement. D'ailleurs, commençons par essayer d'évoquer les critiques légitimes vis-à-vis du PIB, et notamment de poser la question de la croissance du PIB. Est-ce que la croissance du PIB, c'est toujours une bonne chose? Alors, entre parenthèses, la croissance du PIB, c'est ce qu'on appelle communément la croissance. Quand on dit la croissance sans préciser de quoi, vous comprenez bien d'ailleurs que c'est un peu idiot de parler de croissance sans dire de quoi il s'agit. C'est systématiquement la croissance du produit intérieur brut. Donc c'est vous dire à quel point cet indicateur est présent. Et donc cette croissance du PIB, eh bien, elle n'implique pas nécessairement, et on va essayer de voir pourquoi, ou en tout cas pas systématiquement, un mieux-être dans les sociétés. Alors on a essayé de mesurer justement ce qu'on peut appeler l'indice de santé sociale, ou ISS, qui est un indicateur qui a été construit il y a plusieurs dizaines d'années par des Américains, des chercheurs américains, et qui ont essayé justement de quantifier le bien-être social, la santé sociale, en reprenant toute une palette d'indicateurs, justement qui ne soient pas le PIB, qui ne soient pas purement liés au flux monétaire, j'y reviendrai. Alors qu'est-ce qu'on a comme indicateur de santé sociale? Bien, par exemple le taux de criminalité, le taux de suicide, le taux de mortalité infantile, l'espérance de vie. Il y a aussi un élément dans cet indicateur sur l'abandon dans les études supérieures. Bon, on va regarder des choses qui apparaissent très disparates, la consommation de drogue, les choses comme ça, vous voyez, mais qui reflètent, dont on pense qu'elles reflètent un bien-être social de manière assez objective, puisque finalement la question comme la mortalité infantile, clairement c'est un chiffre qu'on peut avoir, qui est comptabilisé, et puis qui démontre bien si une société voit ses enfants de moins d'1 an mourir en masse, c'est que la société ne va pas bien. Le taux de suicide, c'est pareil, il s'agit ici d'indicateurs forts, d'indicateurs difficiles à contourner, en tout cas j'oublie le terme, voilà, ce ne sont pas des indicateurs qui vont être faciles à manipuler, ce sont des indicateurs qui reflètent véritablement un bien-être social ou un mal-être social quand il s'agit d'indicateurs négatifs. Et alors, quand on prend cet indicateur, eh bien, quand on l'applique à certaines sociétés, on s'aperçoit, et ça c'est un résultat quand même assez surprenant, qu'aux États-Unis, depuis 1970, le PIB par habitant a été multiplié par 2, mais l'indice de santé sociale, lui, n'a pas varié, ou quasiment pas varié. C'est-à-dire qu'on est toujours aujourd'hui dans une société américaine qui ne va pas mieux globalement, 50 ans après, alors même que elle a beaucoup augmenté sa richesse monétaire. Alors, une autre façon plus simple encore de voir les liens entre PIB et santé sociale, c'est de regarder l'espérance de vie. Après tout, qu'est-ce qu'il y a de plus marquant pour le bien-être d'une société que l'espérance de vie? Eh bien, là aussi, les États-Unis, qui sont une des sociétés les plus riches au monde, avec un PIB par habitant qui est quasiment 2 fois supérieur, je vous le dis, à celui de la France, malgré cela, le taux de l'espérance de vie est plus faible aux États-Unis que dans des pays beaucoup moins développés comme la Thaïlande et le Costa Rica, et bien sûr plus faible qu'en France. Alors,
Autre élément qui permet sur lequel on essaie de réfléchir pour comprendre l'impact du PIB sur le bien-être, c'est de regarder, c'est un indicateur qui est très utilisé par l'INSEE, mais qui est un indicateur national, enfin international, pardon, c'est la question de la satisfaction face à la vie. Et quand on mesure, donc chaque année, hein, l'INSEE fait une enquête de satisfaction face à la vie. Alors, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui détermine la satisfaction, par exemple, on se pose parfois la question, est-ce qu'on est plus heureux en ville ou à la campagne? Quand on va regarder les enquêtes de l'INSEE, vous voyez qu'il n'y a pas d'impact sur le sentiment de satisfaction face à la vie, selon qu'on vit dans une zone rurale ou dans une ville. Et donc on peut du coup utiliser cet indicateur pour essayer de comparer par rapport au niveau de revenu. Et ça c'est intéressant parce qu'on voit qu'au départ il y a une grande progression, c'est-à-dire que plus on a de revenus, plus la satisfaction face à la vie augmente, mais à partir de 20 000 €, eh bien, on a une pente décroissante. On va voir le graphique tout à l'heure, c'est-à-dire que plus d'argent rajoute toujours de la satisfaction, mais de moins en moins, avec ce qu'on peut appeler en économie des rendements décroissants. C'est-à-dire que gagner 1 000 € de plus fait gagner de moins en moins de satisfaction. Bien, une fois qu'on a regardé tout ça, et je vais vous montrer les graphiques dans les diapos d'après, eh bien, on a un résultat un peu ambigu. Parce que certes, la croissance du PIB n'est pas systématiquement corrélée de manière parfaite avec tous ces indicateurs sociaux, mais tout de même, elle est corrélée. Il y a une forme de corrélation. Plus le niveau de PIB par habitant est faible, plus on va avoir une mortalité infantile élevée, une espérance de vie faible, une satisfaction plus faible face à la vie, un bonheur ressenti plus faible, et même des choses qui paraissent contre-intuitives, mais le taux de criminalité, on peut le démontrer, il est inversement proportionnel au niveau de PIB par habitant. C'est-à-dire que plus les sociétés s'enrichissent, eh bien moins il y a de crimes. Alors, je vais vous donner ici quelques exemples, mais la corrélation n'est jamais parfaite, hein, mais elle existe. Voilà, la richesse fait-elle le bonheur? Classement des pays selon l'indice mondial du bonheur et le niveau de PIB par habitant. Ben, vous voyez, il y a une corrélation. Alors, corrélation, pas toujours très claire. Vous voyez, ici, c'est l'indice de bonheur, hein, donc il va de 1 à 8. Bon, on peut tout à fait avoir un PIB par habitant faible et être aussi heureux qu'en France, par exemple, hein, où on voit qu'on a progressé dans l'échelle du PIB, mais pas beaucoup dans l'échelle du bonheur par rapport à cela. Par contre, quand on a des PIB vraiment très très faibles, c'est rare. Hein, alors on a quelques-uns qui sont ici à faible PIB, ils sont à 6, mais on n'a aucun pays qui est à 7 ou plus en indice de bonheur et avec un PIB faible. Ça n'existe pas. De la même façon, ceux qui sont en situation d'indice de bonheur faible, hein, ici, donc les 2-3, eh bien, il n'y en a aucun quasiment qui a un PIB supérieur à 20 000 €. Enfin, 20 000, est-ce que c'est des... Non, c'est des dollars, c'est pas le zéro. Enfin, c'est presque pareil. Vous voyez, bon, par exemple, un cas extrême, le Luxembourg, énorme PIB par habitant, mais en réalité, on sait très bien que ça ne profite pas vraiment à la population luxembourgeoise, hein, ce PIB, parce que c'est un PIB fictif, en partie lié à l'évasion fiscale, mais il n'est pas plus riche qu'un pays, ici, je ne sais pas lequel c'est, qui est, voilà, enfin, il n'y a pas un indice de bonheur bien supérieur à ce pays, ce pays qui a un PIB quasiment 3 fois inférieur au sien. Voilà, donc corrélation, mais pas parfaite. Mais tout de même, quand on calcule, on voit qu'il y a une corrélation. Deuxième élément, encore peut-être plus symptomatique, l'espérance de vie et le PIB. Donc ça, c'est un graphique que je trouvais, qu'on retrouve assez facilement, hein, sur c'est le site Old World in Data, hein, c'est notre monde en données, qui mesure dans les différents pays du monde, voilà, le rapport entre espérance de vie ici et PIB par habitant. Alors, vous voyez que c'est une échelle logarithmique, hein, en PIB, donc il faut faire attention à ça, parce qu'on a une corrélation qui apparaît parfaite, mais en fait qui ne l'est pas, parce qu'en fait on va avoir normalement quelque chose de décroissant, puisque ici l'échelle est logarithmique, alors qu'ici elle est linéaire. Hein, je le dis pour ceux qui connaissent. En gros, là, on fait plus que doubler le PIB par habitant, alors que pour passer de là à là, on ne va pas plus que doubler. Mais tout de même, voilà, bien que la corrélation soit enfin que le niveau, les rendements en termes d'espérance de vie soient décroissants, c'est-à-dire qu'il faut augmenter de plus en plus fortement le PIB pour augmenter un peu l'espérance de vie, il y a quand même une relation. Et le fait que les États-Unis
soit assez faible dans l'échelle, c'est-à-dire qu'ils ont un gros PIB mais une espérance de vie qui ne correspond pas à leur PIB. Hein. Si on devait suivre, on devrait plutôt être là en espérance de vie, c'est-à-dire qu'ils ont 10 années d'espérance de vie quasiment, ou 7 ou 8 années d'espérance de vie en moins que ce qu'ils devraient avoir par rapport à leur PIB. Ils ont quand même plus de PIB, plus de niveau d'espérance de vie que beaucoup de pays, le Pakistan, l'Éthiopie, le Népal, etc. Hein, ou la Corée du Nord ici. Ou la Corée du Nord, oui, c'est aussi une exception. Parce que pour son niveau de PIB, mais on va voir que c'est logique, parce qu'il y a dans les calculs du PIB beaucoup de choses qui vont expliquer que certains pays vont être sous-estimés. Hein, donc le PIB officiellement, il est très faible, mais l'espérance de vie, elle est au niveau de pays qui ont par exemple de la Russie. Hein, c'est le même espérance de vie, pourtant la Russie a beaucoup plus de PIB par habitant. Je crois que c'est en... non, c'est en dollars international en 2011. Voilà, on a donc la même espérance de vie, mais pas du tout le même PIB. Et puis alors, dernier élément, c'est le cas de la France, donc c'est l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, c'est la satisfaction face à la vie par rapport aux revenus des ménages. Vous voyez que jusqu'à 20 000, on a vraiment une relation linéaire. Et puis après 20 000, eh bien, entre 20 000 et 40 000, vous voyez, il y a un retournement. Et puis ensuite, la relation, elle est beaucoup moins claire. Hein, c'est-à-dire que pour augmenter d'un peu la satisfaction, il faut augmenter beaucoup, il faut doubler ici les revenus. Hein, donc pareil, on a une échelle logarithmique, hein, on double à chaque fois. Ça augmente, mais ça augmente quand même de moins en moins et ça devient de plus en plus difficile à augmenter. Bon, mais ça, c'est à peu près intuitif. On sait que l'argent contribue au bonheur, mais ne fait pas le bonheur. Et en particulier, d'autres éléments rentrent en compte. Hein, la vie familiale, la santé, plein d'autres choses qui peuvent contrarier le bonheur, même si on est riche. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on retient de ça, de ces graphiques, de ces réflexions? Ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le PIB, il contribue à la satisfaction des gens, il contribue même au bien-être social, mais ce n'est pas le seul paramètre, et il y a un moment, un niveau de PIB, un niveau de revenu, au-delà duquel, finalement, il n'y a quasiment plus aucun gain en termes de satisfaction face à la vie, ou en termes d'espérance de vie, ou en termes d'indice de santé sociale. Au bout d'un moment, ça ne progresse plus. Le progrès du PIB ne fait pas progresser ces indicateurs sociaux. Alors du coup, maintenant, il faut essayer de s'intéresser à ce que ça mesure vraiment le PIB. Et puis, on va voir quelles sont les limites de cet indicateur du coup, arriver à expliquer pourquoi, justement, le PIB ne permet pas de tout mesurer. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu normal. Aucun indicateur ne mesure tout. Hein. Par définition, un indicateur ne mesure qu'une partie de la réalité. Alors d'abord, il faut dire une chose, le PIB, ce n'est pas un indicateur de bien-être social. Il n'a jamais été construit pour ça. On ne cherche pas à mettre dans le PIB des indicateurs sociaux. C'est un indicateur de richesse. Ça veut dire qu'il va essayer de mesurer la richesse. Et c'est comme ça d'ailleurs que les gens le comprennent, et ils ont raison. Néanmoins, la notion de richesse est une notion qui est en fait beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait croire. Qu'est-ce que c'est qu'être riche? Qu'est-ce que c'est qu'une société riche? Qu'est-ce que c'est qu'un individu riche? Qu'est-ce que c'est concrètement qu'avoir de la richesse? Alors bien sûr, la chose auquel vous pensez immédiatement, c'est l'argent, la richesse. Mais en fait, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que même quand on mesure l'argent, est-ce qu'on mesure le patrimoine ou est-ce qu'on mesure les revenus? Sachant que parfois, il peut y avoir des grandes différences entre patrimoine et revenus. Si vous possédez une maison qui vaut, je ne sais pas, 300 000 euros ou plus, vous êtes très riche en patrimoine, mais si vous êtes au chômage et que vous avez le RSA, vous êtes très pauvre en revenus. Et est-ce que vous êtes riche ou est-ce que vous êtes pauvre? Inversement, vous pouvez avoir des très forts revenus et très peu de patrimoine. Vous dépensez tout, du coup, vous n'avez pas de patrimoine, mais vous touchez 4 000 ou 5 000 euros par mois. Est-ce que vous êtes riche ou est-ce que vous êtes pauvre? Donc déjà, il y a un problème fondamental qu'il faut trancher quand on veut mesurer la richesse, c'est est-ce qu'on va regarder les flux ou les stocks? Et là, il n'y a pas le choix, on ne peut pas faire les deux. Enfin, on pourrait faire une moyenne pondérée, mais on va voir, ça pose d'autres problèmes. Alors l'un des problèmes d'utiliser le patrimoine comme indicateur de revenus, c'est que le patrimoine est difficile à estimer.
vous le savez vous-même, vos maisons, si vous avez la chance d'être propriétaire, vous avez une vague idée de ce que vaut votre maison, mais bon, en fait, souvent d'ailleurs, on a des petits cartons dans les boîtes aux lettres pour dire venez vous allez faire estimer votre bien, et puis je suis sûr que, enfin je suis sûr, peut-être pas, mais certains d'entre vous ont peut-être déjà voulu estimer leur bien, même s'ils ne souhaitent pas vendre, juste par satisfaction de savoir combien vaut leur maison, quoi. Hein, comme ça, on peut se dire, tiens, finalement, je suis riche. Mais bon, ça ne changera rien à votre vie, en fait. Hein. Si vous ne comptez pas vendre votre maison, l'estimation de l'agence immobilière, ça ne vous aidera pas beaucoup. Alors, c'est encore, pour une maison, c'est compliqué, mais si vous avez des œuvres d'art, combien elles valent, là aussi, c'est pas clair. Votre voiture, combien elle vaut. Tout ça n'est... la manière de quantifier la valeur du patrimoine, elle n'est pas simple du tout. Et donc il faut, donc du coup on a du mal à utiliser le patrimoine comme élément pour déterminer la valeur des choses. Votre smartphone il vaut combien, vos vêtements ils valent combien, vous voyez le patrimoine c'est tout ce qu'on possède en fait, hein. Et tout ce qu'on possède a une valeur, mais quelle est la valeur, le chiffre qu'il faut mettre derrière, c'est pas toujours facile parce que parfois certains biens gagnent en valeur, d'autres perdent en valeur et à quel rythme on ne sait pas. Donc c'est difficile d'évaluer le patrimoine. C'est la raison pour laquelle en général on cherche à évaluer les revenus. Parce que les revenus, ils sont quantifiables beaucoup plus facilement. Et c'est ce que va faire le PIB. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut noter et qu'on va revenir parce que ça va entraîner plein de biais et plein de problèmes. Le PIB, c'est un indicateur de revenus, c'est un indicateur de flux et pas un indicateur de stock. Deuxièmement, le revenu, est-ce que c'est un bon indicateur de richesse? Allez. Alors, comme ça, j'ai envie de dire, oui, on pourrait se dire, oui, c'est un bon indicateur de richesse, si on touche plus de revenus, on est plus riche que si on touche moins de revenus. Oui, mais pourquoi? Parce que les revenus déterminent finalement son pouvoir d'achat, donc son niveau de vie, c'est-à-dire sa capacité à acheter des biens, des services dans la société. Oui, mais pas complètement. Et si on ne prend que le revenu comme indicateur de niveau de vie, on va arriver vers des désillusions ou des contradictions. Par exemple, je reviens à la question de la propriété. Si on est propriétaire de son logement, eh bien, on a donc un revenu, on est smicard, on est propriétaire de son logement, on va pouvoir dépenser tout son SMIC. Alors que si on est locataire, une partie de son SMIC va disparaître dans le loyer, et donc finalement, on n'a pas du tout le même niveau de vie si on est propriétaire ou si on ne l'est pas. Alors au passage, l'INSEE, qui a parfaitement conscience que c'est un énorme problème, va calculer une forme de revenu fictif, ce qu'on appelle les loyers fictifs pour les propriétaires. Et d'ailleurs, c'est une grande question, faut-il taxer les loyers fictifs? Et beaucoup d'économistes, dont je fais partie, disent qu'en réalité, on devrait intégrer dans les revenus fictifs. Ça entraînerait beaucoup plus de justice fiscale. Vous savez, quand je dis intégrer les loyers fictifs dans les revenus, je ne veux pas forcément dire augmenter la fiscalité globale des gens. On peut tout à fait revoir les barèmes. Mais le fait est que si vous êtes propriétaire, c'est comme si vous bénéficiez d'un loyer que vous payez à vous-même. Et donc, on devrait intégrer, mais alors le problème, c'est comme il n'y a pas de flux réel, parce qu'il n'y a pas de contrat, à combien l'estimer, mais vous savez, puisque surtout certains d'entre vous sont propriétaires, et même quand vous aviez payé la taxe d'habitation, c'est la valeur locative, qui est la base de référence sur la taxe d'habitation et sur la taxe foncière. Donc l'administration connaît, avec parfois des bizarreries, je ne sais pas si vous avez vu maintenant, parce qu'on voit la qualité de notre logement dans nos impôts, et moi par exemple c'est tout faux, mais je sais que c'est tout faux pour plein de gens. Alors je me suis plaint, je me dis mais enfin il n'y a pas autant de mètres carrés, il n'y a pas autant de pièces, mais en fait ils s'en fichent, en fait, voilà, vous êtes taxés quand même. Voilà, donc la valeur locative des biens, bon c'est pas toujours très clair, mais néanmoins, l'idée de rentrer les loyers fictifs dans les revenus, c'est une idée qui est soutenue par beaucoup d'économistes, mais bon, le gouvernement a beaucoup de réticence à cela. Parce que c'est évident, c'est pas très populaire, parce que les gens qui deviennent propriétaires, ils ont l'impression qu'ils le font pour faire des économies, puis on leur dit « Ouais, mais en fait, vous gagnez des revenus, donc on vous taxe là-dessus ». Mais bon, d'un autre côté, je suis pas sûr que ça supprimera l'envie d'être propriétaire. Je crois que les gens ont envie d'être propriétaires, pas uniquement sur cette question-là. Par ailleurs, taxer les loyers fictifs ne veut pas dire les taxer à 100%, c'est les intégrer dans l'impôt sur le revenu. Donc vous ne serez pas taxé à 100% de votre loyer fictif, vous serez juste taxé au taux d'imposition réel que vous avez. Si vous n'êtes pas taxable, imposable, vous ne serez pas plus imposable si on vous intègre les loyers fictifs. Bref, je ferme la parenthèse, c'est une
C'est une grande question, si vous voulez, on y reviendra à la fin de l'exposé. Alors, ça c'est la première chose, le fait d'être propriétaire ou non change mécaniquement votre niveau de vie. Mais il y a d'autres choses qui changent votre niveau de vie. Si vous habitez à Angers, le coût d'un restaurant n'est pas le même que si vous habitez à Paris, ou si vous habitez dans une petite ville. Les services publics vous donnent aussi accès à tout un ensemble de services de manière gratuite ou quasi gratuite, par exemple la sécurité sociale, par exemple l'éducation. Dans d'autres pays, eh bien, ces services ne sont pas gratuits, ils sont payants, ils sont parfois très coûteux, hein, notamment l'assurance santé aux États-Unis, c'est quelque chose de très coûteux. Donc si on regarde un Américain qui dit « Ah ben moi je gagne 4000 euros, enfin l'équivalent en dollars, par mois, vous gagnez 3000 », mais moi, on pourrait dire il est plus riche parce qu'il a plus de revenus, mais en fait, comme il doit payer une assurance santé et de l'éducation à un niveau bien plus élevé, finalement, il n'a pas plus d'argent. Donc il faut regarder aussi le coût de la vie, le niveau des services publics et tout un ensemble de choses. Donc vous voyez que prendre les revenus comme indicateur de richesse, c'est parfois un peu réducteur. Et puis alors, il y a des choses qui ne vont pas du tout être comptabilisées et pourtant qui sont de la richesse. Le temps libre, est-ce que le temps libre, ce n'est pas de la richesse? Imagine une société dans laquelle on travaille 25 heures par semaine, mais du coup on a moins de revenus, hein, globalement les gens ont des salaires plus faibles, mais ils ont plus de temps. Est-ce qu'ils sont plus pauvres? Ils sont plus pauvres en revenus monétaires, mais ils seront plus riches en temps. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses qu'on envie en France, c'est-à-dire qu'on a un système de retraite qui, malgré tout, reste assez généreux, même s'il devient, je le sais, de moins en moins généreux, hein, mais par rapport à d'autres pays, on peut partir à la retraite à 64 ans aujourd'hui. Il y a des pays où à 67 ans, on ne peut pas encore être à la retraite. Si vous êtes déjà allé aux États-Unis, vous voyez des personnes de 75 ans travailler, ce qui n'existe pas en France. Donc ça aussi, ça veut dire que quelque part, le temps libre dans une vie, à l'échelle d'une vie ou à l'échelle d'une semaine, peut être considéré comme une richesse. Et puis il y a tout un ensemble de choses dont on bénéficie qui sont gratuites et qui sont de la richesse. Si vous avez un jardin dans lequel vous cultivez des tomates ou des fraises ou je ne sais quoi, eh bien vous récupérez des biens qui participent à votre niveau de vie, mais sur lesquels vous ne payez pas grand-chose, à part que vous achetez des plants de tomates au printemps. Là, d'ailleurs, ça va être le moment de planter les tomates. Hein. Voilà, donc vous avez un petit achat, et puis à la fin, vous n'aurez plus besoin de payer vos tomates pendant tout l'été. Donc ça aussi, ça n'est pas appréhendable par l'idée des flux de revenus monétaires. Alors du coup, la question de est-ce que les revenus mesurent la richesse, eh bien, elle n'est pas du tout simple. Et en réalité, je vais vous dire, l'un des économistes les plus célèbres au monde, hein, qui est Adam Smith, lorsqu'il publie La richesse des nations en 1776, donc il y a plus de 200 ans, hein, quasiment 250 ans, eh bien, il définit, dès le début du livre, il définit la richesse comme toutes les choses nécessaires et commodes à la vie. Et j'aime beaucoup cette définition parce qu'elle est extrêmement large. Mais du coup, on comprend bien que dire, on va regarder les revenus des gens et puis dire qui est pauvre et qui est riche uniquement à partir de ça, c'est une extrême réduction par rapport à ce qu'on pourrait mettre dans la richesse, quand on est un économiste et même quand on est un philosophe comme Smith. Et donc, ne pas oublier que le revenu ne mesure pas toute la richesse. Bon, alors une fois qu'on a des revenus, eh bien, il va falloir les agréger. Alors, les agréger, ça veut dire les additionner à l'échelle des individus, puis à l'échelle de la société. Alors, c'est facile, il suffit de faire des additions, hein, donc c'est des choses qu'on sait faire, et en fait, quand on fait l'addition de tous les revenus, je vais vous montrer tout à l'heure, on va arriver au PIB. Mais n'oublions pas que les revenus, c'est-à-dire les flux de revenus qu'on agrège, ils représentent des objets et des services, des biens qui sont très hétérogènes. Donc on va additionner des choses qui ne sont pas les mêmes, on va additionner leur valeur du coup. Mais la valeur des choses et la chose, ce n'est pas la même chose. Et il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne aussi, c'est que ce qui est de la richesse, c'est ce qu'on appelle les flux réels en économie. Alors, les flux réels sont à opposer aux flux monétaires. Le flux monétaire, c'est l'argent qui circule dans l'économie. Mais l'argent en soi n'est pas de la richesse. L'argent n'a d'intérêt
que si on peut le dépenser pour acheter des choses, des biens, des services réels, concrets. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les flux réels. En fait, dans une transaction marchande classique, on a deux flux. On a un flux réel, voilà, je vous vends ma souris, donc je vais avoir un flux réel qui va aller de moi à vous, et puis en échange, vous me donnez de l'argent, donc il y a un flux monétaire qui va aller de vous à moi. Toute transaction économique ou marchande suppose donc deux flux. Donc on quantifie un flux monétaire, mais du coup se pose la question, est-ce que la souris, si je vous la vends 10 €, elle vaudra 10 fois plus que si je la vends 1 €. Mais ça sera la même souris, elle aura la même utilité. Et donc il y a ici un problème de comment on passe d'objets réels ou de services réels, pas une heure de cours ou une heure de conférence par exemple, c'est combien vaut ma conférence? Elle vaut le salaire que je suis payé, du point de vue des flux monétaires. Donc j'ai de la chance, je suis payé, hein, mais parfois je fais des conférences de ce type-là gratuites, dans le cadre d'associations. Parce que quand je travaille pour la mairie d'Angers, je demande, parce que c'est une institution, à être payé, mais quand je travaille pour une association militante, je fais ça bénévolement. Et en même temps, je ne vais pas forcément travailler plus, la conférence ne sera pas forcément moins bonne lorsque je suis bénévole. Et même, en fait, il n'y a aucune relation entre les deux. Hein. Je dis ça parce que sinon, vous allez croire que je fais exprès d'être moins bon quand je suis rémunéré. Non, c'est pas vrai. Je fais toujours le mieux que je peux. Mais vous voyez bien que, du coup, ça veut dire qu'il y a un flux, il y a la même chose qu'on vend, du temps, de travail, voilà, mais il y en a un, donc c'est le même flux réel, c'est la même conférence, mais en même temps, ce n'est pas les mêmes flux de revenus. Et puis si j'étais payé 10 fois plus, ma conférence serait valorisée dans le PIB 10 fois plus, comme ayant 10 fois plus de valeur. Et d'ailleurs, je peux vous dire que j'ai déjà fait des conférences bien mieux payées que celle-là. Notamment quand c'est des entreprises qui m'invitent ou des grands shows. Donc, vous voyez, mais parfois on me demande quel est votre tarif. Alors maintenant, je suis en train de réfléchir à mon tarif, vous voyez, parce que j'essaie de réfléchir à ça. Mais en réalité, voilà, la question n'est pas simple. Donc, vous voyez que la quantification suppose de mettre un chiffre derrière un produit. Parfois, c'est facile de mettre un chiffre derrière un produit, quand il y a un vrai marché. C'est-à-dire que, par exemple, ce type de souris, on sait après combien elle vaut parce qu'on sait combien il faudrait payer pour l'acheter sur Amazon ou à Fnac ou je ne sais où. Donc, parce que c'est un bien qui est comparable à d'autres biens. Donc, on connaît son prix. Mais quand il s'agit de quelque chose qui est unique, notamment les conférences que je fais, c'est difficile d'évaluer le prix que ça vaut. Et donc, en fait, mon prix dépend des circonstances dans lesquelles je suis invité, de qui m'invite, en fait. C'est comme ça, en fait, que ça fonctionne. Alors, si c'est je pense que si AXA devait m'inviter, ou je ne sais pas qui, quelle grande banque ou grande assurance pour faire une conférence, je leur ferais payer très cher. Mais si c'est la mairie d'Angers, je vais faire payer beaucoup moins cher. Puis si c'est une association militante, je vais le faire bénévolement. Mais en fait, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantification, c'est compliqué. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Parce que, évidemment, il faut trouver un moyen d'évaluer les flux monétaires et la quantification de la richesse produite. Alors, on va distinguer trois types de flux réels. D'abord, les biens et services marchands. Alors, les biens et services marchands, ils sont quantifiés dans le PIB par rapport à leur prix de vente. C'est-à-dire qu'on va regarder combien les gens sont prêts à payer pour cela. Si les gens sont prêts à payer 10 € pour cette souris, alors la valeur de cette souris, c'est 10 € et on va rajouter 10 € dans le PIB. C'est-à-dire 10 € dans le processus de production, de vente, etc. C'est tout ça, les 10 €, ça sera tout ça. Bon, je dis 10 €, je ne sais pas pourquoi je dis ça, je ne connais pas du tout le prix de ça. Maintenant, le problème qu'on a, c'est qu'une partie de la richesse n'est pas vendue. C'est ce qu'on appelle les biens et services non marchands. Et là, il y en a quand même beaucoup en France. On va les quantifier tout à l'heure. En fait, c'est quasiment un quart du PIB, c'est les biens et services non marchands. Donc comment on quantifie ça puisque ce n'est pas vendu? Alors, dans ce cas-là, on va prendre un autre flux, on va prendre le flux de coûts de production. Et alors, c'est justement le cas typique de la conférence que je suis en train de vous faire. Vous n'avez pas payé pour... c'est une conférence gratuite, vous avez beaucoup de chance, c'est payé par vos impôts, je vous rassure, mais c'est quand même d'accès libre. Et donc, pour savoir quelle est la valeur de cette conférence, c'est en fait le montant du coût
de l'institut municipal, alors qui comprend bien sûr mon salaire, mais aussi tout le reste, le coût de l'électricité, de la salle, etc., des personnes qui ont organisé tout cela. Donc on prend l'ensemble du coût de production et on dit, ben voilà, ça vaut le coût de production. En gros, c'est pareil que tout à l'heure, on regarde ce que la société a voulu payer pour quantifier cette valeur produite. Et puis alors, évidemment, se trouve le problème de tout ce qui est non monétarisé. Non monétarisé, ça veut dire tout ce qui n'a pas entraîné de flux monétaire. Voilà, les tomates que vous faites pousser dans votre jardin. Alors, il y a un flux monétaire, c'est la vente de pieds de tomates, mais après, c'est terminé. Et puis, le pied de tomate, il va donner tout l'été. Ça, eh bien, il n'y a pas de flux monétaire par rapport à ça. Puis, si en plus vous donnez vos tomates à vos voisins, eh bien, vos voisins, ils auront des tomates, mais ça n'a pas entraîné de flux monétaire. Eh bien, ça, c'est pas quantifiable monétairement. Donc, ce n'est pas pris en compte dans le PIB. Et donc, ça veut dire qu'une partie de la richesse n'est pas intégrée au PIB. Alors, on pourrait dire, bah, c'est quand même dommage, parce que la tomate du jardin, pourquoi elle vaudrait 0, alors que la tomate du marché, elle vaut plus, quoi. Oui. Et d'un autre côté, c'est normal aussi de ne pas quantifier tout ce genre de choses, parce que quand vous faites le ménage chez vous, bah, vous faites le ménage chez vous, ok, très bien, donc c'est propre maintenant. Si vous avez embauché une femme de ménage ou une personne de ménage pour faire ce ménage chez vous, bah, du coup, vous auriez eu le même service, mais cette fois-ci, il y aurait un flux monétaire. Dans un cas, ça ne rentre pas dans le PIB, parce qu'il n'y a pas de flux monétaire, dans l'autre, ça rentre dans le PIB. Mais si on devait quantifier monétairement du bénévolat, ou ce qu'on appelle l'autoproduction ou l'autoconsommation, comment on pourrait être certain que vous avez fait le ménage chez vous? Vous n'allez pas le reporter chez quelqu'un. Donc, vous voyez, là, ça pose quand même d'énormes problèmes méthodologiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans le PIB, eh bien, on ne comptabilise pas ce qui n'a pas donné lieu à des flux monétaires, ni au niveau de la production, ni au niveau de la vente. Alors, je vais essayer de résumer un peu ce que j'ai dit en essayant de distinguer les différentes formes de richesse par un petit schéma que vous allez voir ici. Alors pour faire ce schéma, je vous propose d'abord de dessiner ici un grand rectangle qu'on va appeler richesse. C'est la richesse. Et puis on va regarder les différentes formes de richesse qu'il peut y avoir. Alors d'abord, il faut dire une chose, j'en ai pas encore parlé, il y a une partie de la richesse qui est naturelle, non produite. Et puis une partie de la richesse qui va être artificielle, produite. Alors cette richesse non produite, reprenons ce qu'a dit Adam Smith, tout ce qui est commode, tout ce qui est nécessaire et commode à la vie. Toute chose est nécessaire et commode à la vie. Bah, par exemple, ce qui est nécessaire, on comprend, se nourrir, se loger, etc. Ce qui est commode, ben voilà, une balade en forêt, la lumière du soleil qui va être un agrément pour nous, mais aussi qui va être indispensable pour l'agriculture, une belle plage, des choses, on ne les a pas produites, ça. Ça, c'est donné par la nature. C'est de la richesse. On ne peut pas dire que ce n'est pas de la richesse. C'est quelque chose qui nous est utile. Et même parfois, on va le voir, on peut même le valoriser dans le PIB, mais sous certaines conditions. Si vous allez vous promener en montagne, il n'y a pas forcément de PIB derrière. Hein, mais si vous allez... il n'y a pas forcément, il peut y en avoir. Par exemple, si vous avez des services publics d'entretien des sentiers, des refuges, eh bien là, tout d'un coup, il va y avoir des flux monétaires qui seront des flux non marchands, parce qu'on ne peut pas payer. Alors si on vous fait payer l'entrée à la montagne, ou le parking pour commencer la randonnée, alors là, il commence à y avoir plus de flux monétaires, voyez. Mais ce n'est pas nécessaire, vous pouvez tout à fait vous balader, encore heureux, dans des zones magnifiques, préservées et gratuites. Et celles-là, on ne peut pas les exclure de la richesse, parce que c'est vraiment de la richesse. Bon, maintenant, on a la richesse produite. La richesse produite, donc artificielle, produite par le travail. Dans cette richesse, on a, pareil, deux formes de richesse. La richesse non monétaire, dont j'ai parlé, faire son ménage, cultiver son jardin. Et puis la richesse monétaire, alors j'appelle cela richesse monétaire parce qu'elle a donné lieu à des flux monétaires. Pour être produite ou pour être vendue. Donc là aussi, on a deux formes de richesse, encore, la non marchande, les services publics, ce que produisent les associations caritatives, je vais en parler tout à l'heure, et puis la richesse marchande, quand vous achetez électroménager, quand vous allez au restaurant, voilà, tout un ensemble de choses. Je n'ai pas parlé du fait que vous faites aussi parfois la cuisine, que vous ne payez pas vous-même, ça c'est la richesse non monétaire, mais quand par contre vous allez au restaurant,
eh bien là vous avez de la richesse marchande, on pourrait dire classique. Alors vous voyez, quand je vous montre tout ça, eh bien je vous montre que contrairement à ce que beaucoup de gens ont tendance à penser de manière intuitive, le PIB ne représente pas que la richesse. D'abord, la richesse n'est pas que le marché, c'est pas que ce qui est vendu, c'est pas ce qui est produit par le secteur privé. Et le PIB, c'est pas toute la richesse. Donc, si on veut regarder ce que c'est que le PIB, ben le PIB, c'est ça. C'est uniquement la richesse monétaire, et ça exclut tout ce qui est non monétaire, tout ce qui est naturel. Donc, il y a toute une partie de la richesse qui n'entre pas en compte dans le PIB. Et par contre, dans le PIB, il y a aussi le non marchand. Et ça, c'est important à souligner. Alors, ça a aussi posé d'autres problèmes, je vais y revenir tout à l'heure. Donc maintenant, comment se calcule le PIB ? Eh bien, j'ai dit, on a fait un choix, dès le départ, qui est de dire que le PIB ne va pas s'occuper des stocks, ni des patrimoines, il va s'occuper des flux. Il va regarder donc tout ce qui génère de la monnaie, d'une manière ou d'une autre. Donc on va exclure l'autoproduction, on va exclure, j'en ai déjà parlé, mais je vais en parler, la plage. Alors la plage, c'est quoi ? La plage, imaginez que vous avez une belle plage près de chez vous. Vous aimez aller là-bas. Ça participe de votre richesse, hein, ça contribue à votre bonheur. Si cette plage est ouverte et ne génère aucun flux monétaire, elle ne sera pas intégrée dans le PIB. Alors si on veut qu'elle soit intégrée dans le PIB, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faudrait mettre un péage. Il faudrait faire un droit d'entrée sur la plage. Et là, tout d'un coup, elle va générer des flux. Et donc là, elle sera intégrée dans le PIB. Et donc on va avoir un truc, bon je vais revenir tout à l'heure, mais... Ah bah non, c'est tout à l'heure que j'avais prévu d'en parler. Mais ça crée quand même un paradoxe. C'est-à-dire que le bien n'a pas changé. Vous mettez un droit d'entrée, et tout d'un coup, le fait de mettre un droit d'entrée fait que maintenant, le PIB va augmenter, alors que la nature du bien, elle n'a pas changé du tout. Les stocks de richesse ou les ressources naturelles ne sont pas pris en compte. Je ne reviens pas, je vais y revenir tout à l'heure, parce que ça va poser aussi des problèmes. Et dernière chose, et là on va en passer un peu plus de temps, la question se pose de comment on quantifie le non marchand et le marchand. Alors je vous ai dit, le non marchand est intégré dans le PIB par l'intermédiaire des flux qu'il a générés, qui sont les flux de coûts. Tout ce qui coûte à l'État ou une association caritative va générer des flux et donc va de ce fait être pris en compte dans le PIB. Mais j'ai dit que les biens marchands, eux, sont estimés, la valeur est estimée au prix de vente. Or, il y a quand même une différence entre le prix de vente et le coût de production. C'est le profit. Dans tous les biens marchands, par définition, on va générer un bénéfice. Donc ça, c'est le principe d'une entreprise, elle cherche à faire des bénéfices, et donc elle va vendre un produit plus cher que son coût de production. Or, l'État, lui, il n'a pas de profit. Donc lui, il va vendre ses services publics, enfin il va les vendre, il ne va pas les vendre, il va les donner, mais il va les calculer, on va calculer leur valeur uniquement à partir des flux de coûts. Et si vous prenez une économie normale capitaliste, quand vous regardez, alors vous avez vu les profits faramineux des sociétés de CAC 40, on est à presque 180 milliards je ne sais plus combien c'est, mais c'est entre 150 et 180, je ne sais plus le chiffre exact, je crois que c'est 153 milliards de profits distribués, enfin de bénéfices réalisés par les sociétés du CAC 40. Donc c'est considérable. Donc si vous prenez ça, vous prenez tous les coûts de production des biens non marchands et vous rajoutez les bénéfices, ça représente à peu près 10% du prix en moyenne. Donc ça veut dire que en fait, la valeur d'un bien marchand et non marchand, quand vous la comparez, le bien marchand il sera toujours valorisé de 10% de plus en moyenne, si on prend en compte le profit, qu'un bien non marchand. Donc là, il y a quand même un problème, puisque la quantification marchande sera supérieure à la quantification du même bien produit de manière non marchande. Vous vous souvenez, je vous ai dit par rapport à la Corée du Nord. Corée du Nord, c'était une société capitaliste, donc il n'y a pas de marché, il n'y a pas de prix de marché. Donc quand vous voulez quantifier la valeur de ce qui est produit en Corée du Nord, c'est très compliqué en fait. Donc du coup, vous êtes sûr que c'est à peu près logique que la valeur soit un peu minorée par rapport à la valeur réelle des services qui sont offerts à la population. Un autre élément,
qu'il faut prendre en compte, c'est dans les services non marchands, il y a les associations caritatives. Et là, on a autre chose. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous disais que quand je fais une conférence dans une association, pour une association, dans un cadre bénévole, du coup, je ne me fais pas payer. Alors quand je fais la même conférence à l'institut municipal, je me fais payer. Très souvent, les associations, en général, travaillent avec des bénévoles. Et ces bénévoles, ils produisent de la richesse. Mais ils ne sont pas payés parce qu'ils sont bénévoles par définition. Et donc la valeur produite par les associations caritatives sera très faible, encore plus faible que la valeur produite par les services publics. Ou dans les services publics, en général, on paye tout le monde. On paye les fournisseurs, bien sûr, et puis on paye les agents et les vacataires qui travaillent. Dans une association caritative ou dans une association militante ou autre, eh bien, beaucoup de travail se fait de manière bénévole. Donc la valeur de ce qui est produit est très mal prise en compte par les flux monétaires qu'on va quantifier. Donc si je résume, les biens marchands sont bien valorisés, et ils intègrent la valorisation, intègrent le profit. Les biens non marchands publics n'intègrent pas le profit, donc ils sont sous-estimés par rapport aux biens marchands. Et puis, la production des associations caritatives ou autres, eh bien, elle est encore plus sous-estimée parce qu'il y a tout un travail de bénévole derrière qui n'est pas du tout pris en compte, puisque par définition, le bénévolat ne génère pas de flux monétaire. Bien sûr, dans les associations, il y a aussi des permanents, il y a aussi des salariés, il y a aussi des achats, donc il y a bien sûr des flux monétaires dans les associations caritatives. Mais ils ne représentent pas l'ensemble du coût, puisqu'une partie du coût est supportée par des bénévoles. Bon, alors du coup on se dit, mais ça serait quand même bien qu'on arrive à quantifier la richesse sans passer par cette quantification qui est forcément problématique. Parce que vous voyez bien ce que je suis en train de vous montrer, c'est que dès qu'on quantifie avec des monnaies derrière chaque chose, qui sont des choses très différentes, on va très mal quantifier et on va avoir des approximations qui ne seront pas toujours les bonnes. Donc on aurait envie de se passer la quantification, mais on ne peut pas. On ne peut pas parce que la nature même d'un indicateur, c'est d'être quantifiable. Et là, il faut revenir sur ce que c'est qu'un indicateur. Un indicateur, ça sert à indiquer quelque chose. Pour qui ? Pour ceux qui gèrent pour les politiques, pour ceux qui gèrent la société, pour ceux qui doivent prendre des décisions. Le PIB est un très bon indicateur dans le sens où il est extrêmement fiable. Pourquoi il est fiable ? Parce que pour quantifier la valeur de quelque chose, on va devoir multiplier les sources pour être capable d'avoir une estimation correcte. Quand vous prenez un bien marchand, eh bien, vous avez 3 quantifications possibles. D'abord, la quantification par l'achat du bien marchand. C'est-à-dire que vous avez des consommateurs qui l'ont acheté. Donc, ils ont dépensé de l'argent. Vous avez un premier flux, le flux d'achat. Et puis, vous avez le flux de vente. Donc là, vous les retrouvez dans le compte des sociétés qui vont vendre. Et puis, vous avez les flux qui ont été mis en compte dans la production, ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Eh bien, ce qui est intéressant avec le PIB, c'est que pour ce qui est des biens marchands, on peut quantifier le même objet de 3 manières différentes. Par les dépenses d'achat, par les revenus et par la production, la valeur ajoutée. Et donc ça fait que, comme on a 3 sources différentes qui vont tous converger vers le même prix, ça fait du PIB un indicateur qui est très fiable et impossible à manipuler. Parce que si vous mentez au fisc sur vos recettes de vente, le fisc ne va peut-être pas s'y retrouver, mais l'INSEE, elle va vérifier que les dépenses des consommateurs, eux, sont bien égales à l'ensemble des flux. Et donc, on va quantifier comme ça, on va rapprocher des chiffres et être capable de déterminer la valeur produite de manière extrêmement fiable. Parce que si vous minorez vos recettes de vente, vous êtes un commerçant, vous minorez, toutes les entreprises qui ont produit le produit, elles ne vont pas forcément le minorer, et puis les acheteurs, ils ne vont pas forcément minorer. Donc, ça c'est important parce qu'un indicateur n'a de sens que si on peut le vérifier et on vérifie la fiabilité. Vous voyez, prenez un sondage par exemple, dites est-ce que vous vous sentez riche ? Les gens vont répondre n'importe quoi. Donc, du coup, qu'est-ce que vous voulez faire de ça ? Par contre, si vous êtes capable de mesurer les flux de revenus, et les mesurer de manière objective, en multipliant les points de vue, en prenant les flux dans un sens ou dans l'autre, eh bien là, vous êtes certain que vous allez avoir un indicateur qui sera fiable. Oui, allez-y. Alors, indicateur fiable, j'aimerais mettre un tout petit bémol
sur le fait que, mettons qu'entre maintenant et dans 3 ans, il y a toujours les mêmes flux d'objets, mais qu'il y a eu 10% d'inflation dessus. Ben oui. Comment Et on calcule le PIB en termes réels. J'y reviendrai si vous voulez. Parce que le PIB est toujours calculé en réel, en enlevant l'inflation. On a ce qu'on appelle un déflateur, qui permet de quantifier. Par contre, quand je dis fiable, j'aurais dû préciser ce que j'entends par fiable. Ce que j'entends par fiable, c'est non manipulable. Quelqu'un ne peut pas arriver... par exemple, les sondages, on sait qu'ils fluctuent beaucoup parce que globalement, parce que les gens peuvent être tous en même temps plus pessimistes ou plus en même temps optimistes. Voilà, quand vous regardez après le Covid, les sondages ont beaucoup varié parce que les gens ils ont changé leur point de vue sur plein de choses. Puis ensuite, c'est revenu comme c'était avant le Covid. D'ailleurs, quand j'ai regardé les chiffres de la satisfaction face à la vie, l'INSEE a bien montré un décrochage important de satisfaction face à la vie après le Covid. Et puis maintenant, c'est revenu au niveau d'avant. Voilà. Donc si vous faites des sondages, vous êtes pris par ces biais en fait, collectifs, ces perceptions un peu subjectives. Alors que l'avantage de la quantification par ce biais-là, par les 3 biais qu'on a vus, c'est-à-dire les dépenses, les recettes et la valeur ajoutée, eh bien, ça permet quand même d'avoir des chiffres qui ne sont pas manipulables et qui vont se recouper. Alors, je vous rassure, les statisticiens montrent toujours des écarts entre ces chiffres. C'est-à-dire que globalement, il y a forcément des gens qui mentent, il y a forcément des comptes trafiqués, il y a forcément de l'argent qui disparaît, on ne sait pas où, dans le trafic de drogue ou des trucs sur lesquels on a beaucoup de mal à quantifier. Donc bien sûr que... Mais vous voyez, l'intérêt c'est quand on agrège tout ça, on peut avoir un sentiment de trouver un PIB qui soit à peu près cohérent par rapport à ce qu'on constate. Donc c'est ça que j'appelle fiable, non manipulable, non soumis à la subjectivité, à l'humeur des gens, etc. La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce qu'il nous faut un indicateur quantifiable? Parce que l'objectif d'un indicateur, indépendamment de sa fiabilité, c'est d'être capable de vous montrer l'évolution, de comparer dans le temps et dans l'espace. Et ça, c'est intéressant. Parce que, par exemple, voir est-ce qu'aujourd'hui, on est mieux en termes de richesse qu'hier. Vous pouvez avoir un indicateur biaisé, d'ailleurs le PIB est biaisé, j'ai déjà dit. Mais il est biaisé, pas forcément plus biaisé aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc si vous voyez que cet indicateur, malgré son biais, il progresse, vous pouvez légitimement penser que, oui, il y a eu un progrès dans la création, la production de richesse. En tout cas, marchande et non marchande, ce que le PIB quantifie. Donc c'est aussi ça qu'on attend d'un indicateur, parce qu'un indicateur, c'est pas l'expression de la réalité, c'est juste une indication de la réalité. Donc, un indicateur fiable, comme le PIB, permet de dire, oui, il y a eu progrès dans la production de richesse en 10 ans, parce que le PIB d'aujourd'hui est plus important qu'il y a 10 ans. Certes, on sait qu'il ne quantifie pas correctement toute la richesse, mais la dynamique d'évolution, elle est à peu près fiable. Et puis dans l'espace aussi, ça permet de faire des comparaisons à peu près objectives avec d'autres limites dont je vais parler après, d'un pays à l'autre. Parce que par exemple, est-ce qu'on est plus riche en France ou en Allemagne, ou je sais pas, au Maroc, ou en Russie, ou en Corée du Nord? Bon, en fait, on pourrait tout à fait demander aux gens leur impression. Ah tiens, je suis allé au Maroc, c'était génial, c'était dans grands hôtels, on mangeait bien, les gens avaient l'air heureux. Bon, du coup, ils sont plus riches que nous. Mais oui, mais là, vous étiez pas au Maroc partout, vous avez été dans les quartiers touristiques, vous étiez dans un moment où, peut-être que c'était bien, mais vous ne pouvez pas quantifier la richesse juste avec votre impression personnelle. Donc ce qui est intéressant, c'est que comme le PIB est calculé de la même façon dans tous les pays du monde, il y a des normes comptables de calcul du PIB, eh bien, avec les mêmes normes, on peut vérifier que, oui, en fait, le PIB par habitant du Maroc est quand même très inférieur à celui de la France, même si vous avez eu l'impression autre, en allant dans des endroits touristiques au Maroc. Donc ça aussi, c'est intéressant d'avoir un indicateur assez fiable pour faire ces comparaisons d'un pays à l'autre. Alors, voilà, maintenant on va arriver au paradoxe et au problème du PIB. Je ne sais pas combien de temps il me reste, quelqu'un, je n'ai pas l'heure. Il est 19h05. Eh bien, c'est bien. Donc il me reste 20 minutes, mais ça va être très bien. Donc, toute la richesse n'est pas prise en compte, et ça, il faut le dire et le répéter. D'abord, et j'en ai déjà parlé, tout ce qui est gratuit, tout ce qui n'a pas de coût quantifiable, eh bien, est immédiatement, systématiquement évacué du PIB,
Et donc, toute une partie de la richesse, je vous renvoie au petit schéma que je vous ai présenté tout à l'heure, n'est pas quantifiée, n'est pas pris en compte dans le PIB. Deuxième élément, plus grave encore à mon avis. Parce que le PIB ne soit pas complet, c'est une chose, comme indicateur de richesse, mais qu'il mesure des choses, certaines choses qu'il oublie de mesurer, qui sont essentielles. C'est notamment tous les patrimoines et les stocks. Alors là, je vais vous faire réfléchir sur une expérience quotidienne que vous avez quand vous promenez dans les rues d'Angers. La maison d'Adam, qui est en travaux en ce moment, elle n'est plus très belle, mais je suis très déçu. J'ai une amie qui est venue à Angers, je vais vous le montrer. Je lui ai dit, va voir la maison d'Adam, et puis j'ai oublié qu'on ne voit rien. Parce qu'il y a des panneaux. Mais bon, voilà, mais le château d'Angers, la cathédrale, toutes ces choses-là ont été produites au Moyen-Âge. Donc ils ont produit du PIB au Moyen-Âge, aujourd'hui ils ne produisent plus rien de PIB. Mais n'empêche qu'il y a des gens qui vivent dans la maison d'Adam, il y a tout un ensemble de maisons au Moyen-Âge qui ont été produites il y a très longtemps, dans lesquelles les gens vivent encore aujourd'hui. Il y a du mobilier qui a été produit il y a 200 ou 300 ans qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc cette richesse-là qu'on utilise tous les jours, qu'on voit tous les jours quand on se promène dans les rues d'Angers, elle a totalement disparu parce que les stocks et le patrimoine n'est plus pris en compte. On ne regarde que les flux. Ça crée d'énormes problèmes. Par exemple, vous dites, bon, les États-Unis, ils ont un flux de PIB très nettement supérieur, je l'ai dit tout à l'heure, à la France, par habitant. Mais leur stock de PIB, il est de combien? Est-ce qu'ils ont Maison d'Adam, Château d'Angers, etc. Non, tout ça, ils n'ont pas. Parce que ça, c'était des choses qu'on a produites il y a 1000 ans, quasiment, ou 800 ans. Donc ça veut dire que une partie de la richesse dont on bénéficie en Europe, elle est le produit du PIB passé, et parfois du PIB d'il y a très longtemps. Et ça, en fait, ça pose un énorme problème, parce que quand on fait des comparaisons, justement, internationales, on ne prend pas en compte, justement, ce qui reste de la richesse d'avant qu'on n'a pas consommée. Et ça peut être énorme, qu'on n'a pas détruite. J'aime bien, à une époque, je regardais une série d'horreur qui s'appelait The Walking Dead, une série avec des zombies. Vous voyez, les zombies ont envahi le monde. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de zombies. Mais en gros, la population humaine a disparu, elle est remplacée par des zombies, puis il y a un petit groupe de survivants. Bon, ce petit groupe de survivants, leur PIB, c'est de 0. Parce qu'ils sont là en train de survivre. Et en fait, comment ils y survivent? Eh bien, ils pillent les magasins, ils vont trouver plein de choses, en fait, parce qu'il reste plein de choses. Donc on pourrait se dire, si on a un PIB de 0, on devra mourir. Mais non, parce qu'en fait, ils ont tout un ensemble de stocks disponibles. Ils peuvent se servir dans tous les magasins, se nourrir de boîtes de conserve pendant des années et des années. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce qui reste de richesse, qui peut nous être très utile, a totalement disparu du PIB, mais ça ne disparaît pas de la vie des gens. On va voir d'ailleurs tout à l'heure, mais je peux déjà anticiper un peu, que si vous construisez des bâtiments pour 50 ans, ou si vous construisez un bâtiment qui va durer 500 ans, en fait, vous ne produisez pas du tout la même richesse. Mais vous n'avez pas à la quantifier de façon différente, en fait, dans le PIB. Alors, il y en a une qui, si elle dure 10 fois plus longtemps, elle va, en fait, créer de la richesse, produire de la richesse, du bien-être, pendant 10 fois plus de temps. Je dis un bâtiment produit de la richesse et du bien-être, parce qu'effectivement, un bâtiment nous permet de nous loger, ou d'être utilisé pour plein de choses. Donc, ce bâtiment, s'il a une durée de vie longue, il va forcément générer plus de richesse dans sa vie que simplement la richesse qu'il a coûté à produire au moment où il a été produit. Et ça, le PIB, comme il ne mesure pas les stocks et les patrimoines, et on a dit que c'était au départ, c'est logique, c'est qu'il faut bien qu'on choisisse entre les revenus et le patrimoine, mais on a choisi les revenus, et du coup, on arrive à des problèmes dans la quantification de la richesse. Autre élément, encore plus paradoxal et encore plus bizarre. Et ça, c'est notamment vrai pour les activités à fort contenu en main-d'œuvre. Par exemple, l'éducation. Une heure de cours, un prof, aujourd'hui, qui apprend à lire et à écrire à une classe de CP. Il ne produit pas une richesse différente d'un prof qui faisait la même chose, à peu près avec les mêmes méthodes, il y a 100 ou 150 ans. Au début du XXe siècle, on avait des profs qui enseignaient aussi, des instituts qui enseignaient aussi à des enfants. Et pourtant, la valeur du prof d'aujourd'hui
quantifiée par le PIB, est bien supérieure à celle du prof d'il y a 100 ans. Pourquoi? Parce que les salaires ont augmenté globalement. Et c'est pareil pour, je vais parler de prof, mais le coiffeur, c'est la même chose. Aujourd'hui, un coiffeur homme, c'est 25 euros. Au début du XXe siècle, c'était beaucoup plus faible. Parce que les salaires, au début du XXe siècle, étaient bien plus faibles. Mais la production elle-même, la coupe de cheveux, c'est la même. Elle n'a pas changé. Donc on quantifie de manière totalement différente certains produits qui sont exclusivement des produits de main-d'œuvre, qui ne sont pas mieux aujourd'hui qu'avant, parce que la technologie n'a pas du tout changé le métier du prof, ni le métier du coiffeur en réalité. Enfin, je veux dire, sauf si vous êtes à la tondeuse, mais je parle d'un coiffeur traditionnel qui coupe avec des ciseaux. C'était les mêmes ciseaux il y a 100 ans. Enfin, c'était le même temps d'ailleurs. Ou des musiciens, c'est la même chose, des musiciens qui aujourd'hui, vous avez l'ONPL là, qui fait des symphonies. C'est la même. Hein, vous avez le même morceau joué aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Et par contre, comme les musiciens sont mieux payés aujourd'hui, ça sera quantifié comme une valeur supérieure, alors même que le produit final sera exactement le même. D'autres éléments dans les comparaisons internationales qui sont intéressantes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en France, on a un système de santé, un système d'éducation, notamment supérieure, qui est essentiellement public. Alors qu'aux États-Unis, pour l'éducation supérieure, c'est privé, pour la santé, c'est privé. Quand vous regardez le poids de la santé aux États-Unis, c'est 2 à 3 fois plus important qu'en France. C'est-à-dire que globalement, la société dépense 2 à 3 fois plus pour la santé aux États-Unis qu'en France. Et pourtant, les gens ne sont pas mieux soignés aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les salaires sont plus élevés. Parce que les entreprises pharmaceutiques font plus de profits aux États-Unis qu'en Europe, parce que les prix des médicaments ne sont pas régulés. C'est ça la différence. Parce que les salaires des médecins sont bien plus élevés. Mais globalement, le temps d'une consultation et la qualité du soin n'est pas meilleur. Si vous payez les profs 3 fois plus cher, ça va augmenter le PIB, mais ça ne va pas forcément rendre les profs meilleurs. Enfin, après, si vous ne les payez pas du tout, au bout d'un moment, ils deviennent mauvais, hein, parce qu'il n'y a plus personne qui veut devenir prof. Mais, vous voyez, là, c'est des problèmes qui dépassent la quantification de la valeur par les coûts ou par les prix de vente. Ça va entraîner d'énormes biais d'une société à l'autre. En Europe, et en France en particulier, on cherche à réduire les coûts de la santé et de l'éducation. Donc, les salaires progressent peu dans ces domaines-là. Et donc, la quantification des services rendus sera plus faible que dans un pays où il n'y a pas les mêmes types de régulation, parce que c'est du privé. Donc, au contraire, on va faire augmenter le PIB, il y a des profits qui vont se rajouter à la valeur. Et donc, la valeur, par exemple, la valeur d'une année d'études supérieures aux États-Unis, ça sera 5 à 10 fois plus importante qu'en France. En France, le coût d'un étudiant, c'est 10 000 euros. Dans une université américaine standard, c'est 50 000 euros. Est-ce que l'éducation est 5 fois meilleure? Non, évidemment. Et même... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ces... Mais vous voyez que du coup, voilà, ça fait... Là, ici, on parle d'une différence de 1 à 5 quand même. Hein. Donc ensuite, on se dit, alors du coup, le PIB par habitant des Américains, est-ce qu'il est vraiment 2 fois plus important que celui de la France? Alors oui, mais qu'est-ce qu'on mesure derrière? Alors, néanmoins, il y a des éléments qui vont montrer que oui, un Américain est plus riche qu'en France. Mais vous voyez, quand on fait ces comparaisons, c'est pas simple. Et un dernier élément, c'est le taux de change. J'y reviendrai en fin de conférence. Quand on veut comparer le PIB français au PIB américain, bien sûr, on va quantifier le PIB français en euros et le PIB américain en dollars. Mais les valeurs des monnaies changent sur le marché d'échange. Imaginez que le dollar soit à la parité, 1 dollar égale 1 euro. Bon, vous avez 50 000 dollars, n'importe quoi, hein, pour les États-Unis en PIB, vous avez 40 000 euros pour la France. Donc vous dites, oui, ils sont un peu plus riches les Américains que les Français. Et puis tout d'un coup, maintenant, le dollar vaut beaucoup plus. Il vaut 1,5 euros. Du coup, maintenant, les 50 000 dollars, ils vaut 75 000 euros. Donc, tout d'un coup, l'écart s'est creusé. Alors qu'il n'y a rien de changé, en fait. C'est juste le taux de change qui a été modifié. Et on va le voir, ça, sur plein de trucs.
Là, la parité euro-dollar, elle est à peu près stable sur le long terme. Il y a des pays dans lesquels la valeur des monnaies change beaucoup. Je pensais à la Russie, au rouble par exemple. Il y a évidemment des raisons géopolitiques pour cela, mais quand vous avez une monnaie qui s'effondre de 30%, tout d'un coup le PIB de la population il va s'effondrer de 30%, alors même que globalement les gens produisent la même chose. Donc ça pose d'énormes problèmes. Alors l'un des éléments qu'on essaie de faire pour corriger ce problème, c'est ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat. On va calculer un taux de change en parité de pouvoir d'achat, on va regarder combien on peut acheter avec des dollars, combien on peut acheter avec des euros, et en fonction de ça, eh bien, on va rééquilibrer le taux de change. Alors ça marche un peu, mais il y a aussi des problèmes par rapport à ça. Si vous voulez, je pourrais expliquer pourquoi est-ce que le PPA n'est pas toujours une bonne correction des différences. Et puis, autre paradoxe du PIB, certaines désutilités sont valorisées. Alors, je vous ai dit tout à l'heure l'exemple. Vous mettez un droit d'entrée à une plage publique, alors qui peut rester public, ça peut être la municipalité qui met le droit d'entrée, eh bien, vous créez des flux de revenus, donc tout d'un coup, le PIB va augmenter, mais est-ce que vous serez plus heureux pour autant? Alors peut-être vous allez dire, oui, comme ça je paye et puis je suis moins embêté, parce qu'il y aura moins de gens qui viendront. Mais imaginons que même tout le monde est prêt à payer pareil. Bon, finalement, vous allez juste payer et pour le même service qu'avant. Voilà, donc du coup, c'est une désutilité, mais ça augmente le PIB. Et donc, évidemment, c'est paradoxal. Alors maintenant, je voudrais terminer cette question sur le paradoxe par quelque chose qui m'embête, qui m'énerve beaucoup, qu'on a vu tout à l'heure dans la critique du PIB. Vous avez vu, je ne sais plus si vous vous souvenez, une des citations qui est de dire, et c'est un truc qu'on entend très régulièrement, le PIB c'est un mauvais indicateur parce que les accidents de voiture augmentent le PIB, or les accidents de voiture c'est mal, et donc le PIB c'est pas un bon indicateur. Alors en fait ce raisonnement est complètement faux, et je vais l'expliquer. J'y ai cru longtemps d'ailleurs, et avant de réfléchir un peu de mon côté. En fait, imaginez un accident de voiture, effectivement, les voitures sont cassées, donc il va falloir en racheter de nouvelles. La voirie est abîmée, donc il va falloir la reconstruire, et puis les gens sont malades, donc il va falloir qu'ils aillent à l'hôpital pour se faire soigner. Donc tout ça, ça va effectivement créer des flux de revenus. On va falloir racheter de nouvelles voitures, il va falloir hospitaliser les gens, il va falloir réparer la voirie. Mais je vous pose la question, est-ce que c'est l'accident qui a créé des revenus? Non. Ce qui a créé des revenus, c'est la réparation des conséquences de l'accident. C'est-à-dire réparer la voirie, racheter une nouvelle voiture, soigner les gens. Ce n'est donc pas l'accident qui augmente le revenu, c'est la réparation des conséquences de l'accident. Et réparer les conséquences, soigner des gens, eh bien oui, c'est bien en fait. Réparer la voirie, c'est bien aussi. Faire en sorte que les gens puissent se déplacer en leur permettant d'acheter une nouvelle voiture avec l'assurance, c'est bien. Donc, ce n'est pas l'accident qui génère du PIB, c'est la réparation des conséquences de l'accident. Et donc, quand les gens disent « les accidents créent du PIB », non. Vous voyez, en fait, ce n'est pas le mal qui crée le PIB, c'est le bien qui est à la conséquence de la réparation du mal. Donc, attention, c'est un sophisme, c'est un raisonnement faux. Un autre sophisme très célèbre, qui est très proche de celui-là, c'est ce qu'on appelle le sophisme de la vitre brisée. Alors, c'est un vieux sophisme qui a été dénoncé par un économiste du début du 19e, qui voulait répondre à ceux qui disaient « Ah regardez, quand vous cassez des vitres, vous favorisez l'économie. » En gros, vous avez des délinquants qui s'amusent à casser des vitres. Ah regardez, c'est des super gens parce qu'ils favorisent l'économie, parce qu'effectivement, derrière le fait qu'on casse des vitres, il va y avoir des vitriers qui vont arriver, etc. Et donc tout ça va donner de l'emploi aux vitriers. Mais c'est un sophisme. C'est un raisonnement faux. Pourquoi c'est un raisonnement faux? Parce que, en fait, si on n'avait pas cassé des vitres, ces gens-là, ils auraient pu faire autre chose. Ils auraient pu faire de nouvelles maisons, ou faire... Et donc, en fait, on s'est réduit de la richesse, on ne s'est pas augmenté de la richesse en cassant des vitres. On doit juste, parce que les vitres sont cassées, on doit juste employer de la main-d'œuvre pour faire des choses qu'on aurait pu, la même main-d'œuvre, on aurait pu l'employer à autre chose. Et ça aurait été plus bénéfique pour la société d'avoir de nouvelles maisons que de réparer sans cesse des vitres que les gens cassent. Je ne sais pas si vous me suivez bien, mais l'idée, c'est que d'une part, réparer les conséquences d'un accident, c'est pas mauvais, c'est bien, et heureusement que dans nos sociétés, on répare les conséquences d'accidents. Donc ça, c'est du bien, c'est du bénéfice,
c'est pas du coût. Et d'autre part, évidemment, les accidents, c'est du mal. Et casser des vitres, c'est du mal. Mais après, par définition, les accidents sont des accidents. Je veux dire, on ne peut pas les empêcher. Enfin, on peut faire en sorte d'avoir une voirie plus sécurisante, etc. Mais si les gens ils conduisent n'importe comment, bon, on ne pourra pas empêcher les accidents. Donc, le fait qu'il y ait des accidents et qu'on les répare à les conséquences des accidents, oui, ça fait progresser le PIB. Mais dire, du coup, il ne faudrait pas réparer les conséquences des accidents, évidemment que si, il faut réparer les conséquences des accidents, il faut soigner les blessés. Donc le PIB, ce qui augmente le PIB, c'est le fait de soigner les blessés, quoi. C'est pas le fait de faire des accidents. Bon, alors pour la dernière partie et la conclusion, je voudrais maintenant que je vous ai expliqué un peu comment le PIB était constitué, eh bien regarder, faire une forme de observer l'économie française et le PIB français. Alors je suis allé tout à l'heure sur le site de l'INSEE, le PIB de 2023, la décomposition du PIB de 2023 n'est pas encore accessible, ce sera accessible en mai a priori. Donc j'ai pris le PIB 2022. Alors le PIB 2022 c'est quoi? Alors d'abord, eh bien, PIB total c'est 2639,1 milliards d'euros. Alors je le rappelle, ce PIB il comprend toute la richesse monétarisée, marchande et non marchande. Par habitant c'est 38 810 euros. Alors ce chiffre de PIB par habitant, il est un peu bizarre quelque part. C'est pas ce qu'on produit tous. C'est pas tous les revenus, parce que dans les habitants, il y a des bébés, il y a des personnes âgées, des retraités qui ne travaillent pas. Donc, n'oublions pas que la démographie, elle a des conséquences. Si vous avez une population avec très peu d'enfants, très peu de personnes âgées ou de retraités, il est logique que le PIB soit plus important que si vous avez plus d'enfants. Et d'ailleurs, l'un des éléments, quand on va comparer le PIB par habitant en France et en Allemagne, on va voir qu'en Allemagne, comme ils font peu d'enfants, ou au Japon par exemple, on peut avoir une maximisation du PIB parce qu'on a plus de population active en proportion de la population. Ensuite, ce PIB, il va se décomposer en différentes utilisations. C'est-à-dire que les 2639 milliards de production de richesse, quantifiée par les revenus qu'ils ont entraînés, il y a une partie 25%, 25,2% qui va être investie. C'est les 665 milliards d'euros. Ça veut dire que c'est de la richesse qui est consacrée aux biens d'équipement, aux routes, aux bâtiments. Et alors cette richesse, elle n'est pas consommée du coup, elle est utilisée pour produire plus tard des services ou de nouvelles richesses. Une partie presque similaire à cela, donc un peu moins de 25%, c'est ce qu'on appelle le G ici, c'est-à-dire c'est la production publique de richesse. Alors, vous voyez d'ailleurs, je vais y revenir, mais quand on parle des dépenses publiques dans le PIB, souvent on dit en France on est quasiment à 60%. Mais attention, dépenses publiques dans le PIB, par rapport au PIB, ce n'est pas la même chose que la richesse publique produite par l'État. Et en fait, la part de l'État dans le PIB, c'est 25%, c'est pas 60%. Bref, si vous voulez, je reviendrai un peu tout à l'heure. Le PIB, donc, il est investi, il est reversé sous forme non marchande par l'État, c'est 633, et puis il est versé sous forme marchande par les ménages, consommation finale des ménages ici, et là, c'est 1352,4 milliards, c'est à peu près 50% du PIB. Et puis, je vous ai dit, il y a aussi les assurances caritatives, on les quantifie, et ça représente 56,7 milliards. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure les pourcentages, mais je les fais un peu après. Et puis, il y a aussi toute une partie de la production qui n'est pas vendue, qui n'est pas distribuée, qui est stockée. Et en 2022, ça représentait plus de 30 milliards d'euros. Alors, c'est beaucoup, 30 milliards d'euros. Ça veut dire que là, on était un peu en récit. Alors, en fait, je pense que c'est lié au Covid. Il y a eu beaucoup de stocks qui ont été faits parce qu'il y avait les chaînes d'approvisionnement qui marchaient plus tellement. Et donc, les entreprises ont commencé à stocker beaucoup. C'est très élevé, 32,3 milliards de stockage, c'est 1,2% du PIB. Ça veut dire qu'on a produit 1,2% qu'on n'a pas vendu, qu'on n'a pas eu d'utilisation. Sans doute comme réserve. Alors, les exportations françaises, c'est 915 milliards, les importations, c'est 1000 milliards. Le poids des administrations publiques, alors voilà, 24%. Dans le PIB, j'ai la production de services non marchands, totale. Alors, c'est les services individualisables, qui sont des prestations aux ménages, la santé, l'éducation, et puis des prestations non individualisables, la défense nationale, la police, la justice,
hein, qu'on peut pas dire bah, c'est un service qu'on rend à une personne, c'est un service qu'on rend à l'ensemble de la société. Alors, tout ça, ça représente G, hein, et c'est 24% du PIB. Mais les dépenses publiques, 58,3% du PIB en 2022. Et donc vous voyez, ce n'est pas du tout le même chiffre. Pourquoi? Parce qu'une grande partie des dépenses publiques sont consacrées au versement des retraites, à des prestations sociales. Et ces prestations sociales, elles vont dans le marchand, dans la consommation finale des ménages. Elles ne vont pas dans le non-marchand. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre les dépenses publiques et puis les services publics. Parfois Bruno Le Maire, il a du mal à faire la différence entre les deux. Quand il a dit qu'il voulait réduire les dépenses de l'État, bah, il a réduit essentiellement les services publics. Il n'a pas réduit, alors il réduit aussi les retraites, hein, vous le savez, mais il a plus de mal, hein, parce que là, c'est de l'argent réellement pour les gens. Donc en fait, c'est un peu le paradoxe qu'on a, c'est que notre État, finalement, il a beaucoup de mal à réduire les prestations sociales, parce que bah, forcément, ça affecte directement les revenus des gens. Mais du coup, quand tu veux faire des économies, bah, il réduit... alors, ils n'augmentent pas les fonctionnaires, avec l'inflation, du coup, ça fait une baisse des salaires réels, hein, puis surtout, bah, ils renoncent à des projets d'investissement. Prélèvement obligatoire, 45,4%, hein, bien plus important que les services publics, parce que, encore une fois, les prélèvements obligatoires vont beaucoup dans les prestations sociales, hein, et pas ce qu'on appelle les prestations en espèces, hein, et pas en nature. Alors, quand on regarde les ménages, globalement, la consommation des ménages représente, alors voilà, c'est le chiffre, vous avez dit 51,2% du PIB, mais dans ces consommations des ménages, on ne va pas prendre en compte les services non marchands. Si on ajoute les services non marchands, aussi bien publics G que privés, ce que produit les ISB-LSM, alors ISB-LSM, c'est Institutions sans but lucratif au service des ménages. C'est la nomenclature de l'INSEE. Vous voyez, c'est 56,7 milliards d'euros, mais n'oubliez pas que la valeur ici quantifiée dans le PIB est bien inférieure à la valeur réelle, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, comme j'ai dit tout à l'heure. Eh bien, quand on ajoute, donc ça qui est au service des ménages, hein, plus la part de G qui est au service des ménages, eh bien, on a une consommation réelle des ménages de 77,4% du PIB. Ça veut dire que 77,4% du PIB, ça va directement au bénéfice de la consommation des ménages, soit sous forme marchande, 51,2%, soit sous forme non marchande, le reste. Alors, si je reprends un peu le revenu des ménages, bon ça c'est juste pour... ça n'est pas directement lié à la conférence, mais les revenus primaires avant l'intervention de l'État, ce qu'on appelle les revenus primaires, c'est les revenus directs, hein, les salaires bruts, enfin même super bruts, ce que paye l'entreprise ou l'administration aux gens, plus les revenus du patrimoine. Si vous avez des comptes d'épargne, et puis alors, évidemment le mieux, si vous avez des appartements, vous les louez, bah, c'est le revenu du patrimoine, des actions, vous touchez des dividendes, etc. Plus ce qu'on appelle les revenus mixtes, c'est-à-dire les revenus des entrepreneurs individuels, qui sont à la fois des revenus du travail ou des agriculteurs, ou des commerçants, ou des professions libérales. C'est à la fois des revenus du travail et du capital. Donc quand vous additionnez donc, les salaires super bruts, le coût salarial pour l'entreprise, plus les revenus du patrimoine, plus les revenus mixtes, eh bien vous avez les revenus primaires. Ces revenus primaires, ensuite, eh bien vous prélevez des impôts, des cotisations sociales, etc. Et puis vous rajoutez des subventions, les retraites, des prestations sociales. Hein. Et à la fin, vous avez ce qu'on appelle le revenu disponible brut. Donc vous voyez, finalement, il n'a pas tant baissé que ça. Parce que l'État, il prélève beaucoup, oui, c'est vrai, mais il redonne aussi beaucoup, hein, comme on a dit. Donc à la fin, vous avez 1638,1 milliards. Et alors, ce qui est amusant, c'est que si on prend en compte, parce que là, c'est le revenu disponible brut, donc avec ça, on peut dépenser. Mais on bénéficie aussi de services non marchands, aussi bien de la part de l'État que de la part des associations caritatives. Et la valeur de ces services non marchands, c'est ici, donc la valeur de G, service public au total, enfin de production publique, c'est 633,6, mais les transferts sociaux en nature au service des ménages, hein, donc j'enlève la justice, la défense nationale, etc., ben c'est 472,7 milliards. Et bien vous additionnez ça, 472 aux revenus disponibles, et vous avez plus que le revenu primaire. Alors, qui paye le reste? Bah, les entreprises, et puis le déficit. Il y a aussi un déficit public, vous savez, que Bruno Le Maire essaye de réduire, mais du coup, ça permet quand même à l'État d'avoir des transferts plus que ce qu'il prélève. Donc l'État améliore en fait le niveau de vie des gens, même si vous payez des impôts.
Bref, évidemment, ça dépend des catégories sociales, évidemment. Si vous êtes plus riche, vous êtes moins aidé, vous bénéficiez moins, notamment des associations caritatives. Si vous êtes en bonne santé, vous ne bénéficiez pas des services de santé. Voilà, mais bon, après tout, c'est plutôt bien que vous soyez en bonne santé. Bon, je conclus. Il me reste 5 minutes, c'est ça? Puis si vous voulez, je peux répondre à des questions. Alors, intérêt et limite du PIB, c'était ça l'objet de la conférence. Intérêt. Alors, je dis, intérêt, c'est un très bon indicateur, dans le sens où il est fiable, où il est objectif, où il est facile, il est impossible à manipuler. Et puis, c'est aussi un bon indicateur parce qu'en fait, il dit quand même des choses, le PIB. Il est quand même assez corrélé au bien-être, comme je l'ai dit, à l'espérance de vie, à la criminalité, la satisfaction face à la vie. J'ai regardé la satisfaction face à la vie par rapport aux revenus, mais vous avez compris que comme le PIB mesure les revenus, c'est un très bon indicateur de revenus. Voilà. Et à moins de dire que les revenus, c'est pas important pour la société, difficile de dire que le PIB soit pas important, un indicateur intéressant en tout cas pour la société. C'est, comme je l'ai dit, donc un très bon indicateur de revenus, puisque par construction, il va quantifier et il va additionner les revenus. Aussi bien les revenus des ménages que les revenus des entreprises. Voilà, il va agréger tous les revenus. Par contre, comme indicateur de richesse, eh bien, il est très incomplet. Donc, excellent indicateur de revenus, pas très bon indicateur de richesse. Parce que la richesse, ce n'est pas que les revenus. Et notamment, il ne s'intéresse pas au patrimoine privé ou au patrimoine naturel, enfin aux ressources naturelles, à ce qui reste. Alors, un exemple du problème du PIB en matière de ressources naturelles. Vous êtes un pays pétrolier. Vous avez donc dans votre sol du pétrole, des nappes de pétrole, et vous donnez une concession à une compagnie pétrolière pour qu'elle extrait ce pétrole. Alors elle va extraire ce pétrole, elle va générer plein de revenus. Mais votre stock de pétrole, lui, il va faire que baisser. Et donc, est-ce que votre PIB, il mesure bien votre richesse? Il mesure les flux, le pétrole qui s'en va, mais il ne mesure pas le fait que votre patrimoine, votre terre, perd de plus en plus en valeur, puisqu'on ne mesure pas les stocks dans le PIB. Et ça, pour moi, c'est un énorme problème dans le PIB, parce que d'ailleurs, pourquoi j'ai mis en intérêt, j'aurais dû mettre dans limite. Désolé, j'ai fait ça tout à l'heure. Donc, ça ne mesure pas les atteintes à l'environnement, ça ne mesure pas du coup la pollution qu'on peut faire derrière, mais ce n'est pas son but. Son but, c'est de mesurer les flux de revenus, ça ne mesure pas les stocks, ça ne mesure pas tout un ensemble de caractéristiques sociales de société. Bien sûr, le taux de criminalité, il n'est pas mesuré dans le PIB. On a vu que le PIB est corrélé négativement à la criminalité, mais bien sûr qu'il y a des exceptions, parce que il peut y avoir des sociétés riches et plus criminelles que d'autres. Bref, puisque de toute façon, le PIB ne prend pas ça en compte. Alors, voilà, le problème du PIB, c'est qu'il ne mesure pas les stocks, il ne mesure pas la qualité de ce qui est produit. Il mesure le prix de ce que... Mais est-ce que le prix est toujours égal à la qualité? Vous savez, vous avez des consommateurs que non. Donc, parfois, vous avez un produit qui sera vendu à un certain prix, donc qui entrera dans le PIB avec cette valeur du prix vendu, mais parfois vous vous faites arnaquer, c'est pas bien, donc il y a plein de choses, et ça c'est le problème de la quantification. J'ai parlé de l'industrie extractive. Alors je voudrais terminer par une réflexion, là aussi qu'on retrouve chez Adam Smith. Je vais citer Adam Smith tout à l'heure, quand il essaie de définir la richesse. Et je vous ai dit, il définit la richesse comme tout ce qui est nécessaire et commode à la vie. J'adore cette définition, elle est extrêmement large. Voilà, du coup, on met dans la définition de la richesse de Smith tout un ensemble de choses naturelles qui ne sont pas dans le PIB, et ça, c'est très bien. Mais Smith, il a eu aussi une autre idée, qu'on a complètement oubliée, qui est de s'intéresser à la durabilité de ce qu'on produit. Et notamment, dans un passage de la richesse des nations, il dit qu'il faut distinguer le travail productif du travail non productif. Et il dit, par exemple, le travail non productif, c'est les services, la restauration, les domestiques qu'on emploie pour faire le ménage chez soi ou pour faire à manger. Le problème, c'est que tout ça ne va pas durer. Alors que si on emploie des ouvriers qui produisent des biens
concrets, réels, qui vont durer dans le temps, eh bien là, ça va durer et ça va nous rendre un service qui va durer plus longtemps. Je vous ai parlé par rapport à ça de l'immobilier. L'immobilier qui dure quelques dizaines d'années, on fabrique ça mal. Du coup, dans 50 ans, il va falloir tout raser, tout recommencer. Alors que si vous fabriquez déjà quelque chose qui va durer, qui va passer des siècles, eh bien ça, vous pourrez avoir des gens qui aujourd'hui habitent à Angers dans des maisons qui ont été construites il y a 1000 ans. Ils sont toujours heureux d'y habiter en tout cas. Et donc on voit bien que la durabilité des biens, elle devrait être prise en compte dans la richesse. Et elle n'est pas du tout prise en compte dans le PIB parce qu'on mesure le flux au moment de sa production. Et donc, Smith, il s'est posé cette question. Et on va voir, parce que c'est une chose qu'on verra dans les autres conférences plus tard, c'est que si on veut avoir une vision écologique de l'économie, eh bien, il faut s'intéresser à la réparabilité de ce qu'on produit, à la durabilité de ce qu'on produit, au réusage, à la capacité de recycler. Et donc, réfléchir un peu différemment que uniquement à partir des flux, mais aussi intégrer dans la réflexion les stocks. Et ce qui est intéressant, c'est que Smith l'a fait ça, ce travail, et que nous, on ne le fait plus du tout. Donc on a les conceptions philosophiques de Smith, qui a quand même fondé la pensée économique contemporaine, intègrent cette réflexion, alors que nos indicateurs de richesse l'intègrent très mal. Alors on sait pourquoi ils l'intègrent très mal, parce que c'est difficile. Comment voulez-vous prévoir la durabilité d'un produit? Alors il y a des lois, les lois sur l'obsolescence programmée, enfin contre l'obsolescence programmée. Il y a des choses qu'on essaye de faire pour favoriser le recyclage, le réusage, mais ce qu'on appelle l'économie circulaire. Mais on a du mal à le quantifier dans le PIB. Et donc, ce qu'on appelle la fast fashion, on essaye, alors Bruno Le Maire est contre une loi contre la fast fashion, mais à mon avis, il a tort, parce que la vraie richesse, c'est quand même les produits qui sont durables dans le temps. Et je termine sur tous les problèmes que j'ai déjà donnés, c'est les comparaisons internationales qui peuvent être biaisées, et j'ai dit aussi les comparaisons intersectorielles biaisées. Intersectorielle veut dire, si que vous êtes un service public dont la quantification de la valeur sera calculée par le coût, ou un service marchand par le prix de vente, et selon que vous avez des systèmes de régulation qui vont plutôt chercher à maximiser le prix de vente, ou au contraire à limiter le coût, parce que c'est ça en fait ce qui est paradoxal, c'est qu'un service public c'est un coût, alors qu'un produit marchand c'est une valeur, c'est un prix de vente. Et donc dans la vision contemporaine, on a tendance à vouloir réduire les coûts, et donc des services publics qui sont quantifiés dans la valeur et quantifiés par les coûts, donc ce qui est absurde, parce qu'en fait, ils produisent aussi de la valeur, et on va chercher au contraire à maximiser les prix de vente, le système capitaliste va chercher à pousser les entreprises à augmenter leur prix au maximum, alors que parfois le service réel est le même dans les deux cas, mais la quantification ne va pas être la même. Et donc si vous avez un pays dans lequel il y a beaucoup de services publics, mécaniquement, la quantification de la valeur de ce qu'il produit sera plus faible qu'un pays qui produirait la même chose mais sous forme marchande. Alors un des éléments qui permet de voir aussi les problèmes de comparaison internationale, je termine avec ça, c'est l'indice Big Mac. C'est un indice qui est très connu, qui est fait depuis des décennies, parce qu'on s'est aperçu, c'est le principe de McDonald's, il produit le même sandwich partout dans le monde. Et en fait, on peut s'apercevoir que le même sandwich n'a pas la même valeur selon le pays dans lequel il est vendu. Et ces valeurs peuvent être très différentes. Vous voyez que en dollars de janvier 2022, le Big Mac en Russie il vaut 1,74 $, alors qu'en Suisse il vaut presque 7 $. Donc ça veut dire que si vous quantifiez la valeur produite en Big Mac du PIB, russe, même si en Russie vous produisez le même sandwich, il ne contribuera pas de la même façon au PIB qu'en Suisse. Et donc c'est un peu paradoxal. Donc ça veut dire que les quantifications de la valeur, quand on fait des comparaisons internationales, il y a quand même pas mal de biais, il faut faire attention à cela. Voilà, j'ai terminé ma conférence. Et...